Bonjour. Merci d'être présent pour cette table ronde. On va parler de rentabilité hôtelière, du présent, du futur. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Guilain Denicel. Je travaille dans l'hôtellerie depuis plus de 30 ans. J'ai commencé veilleur de nuit, fini directeur d'hôtel. Je fais du conseil depuis 20 ans. J'ai travaillé dans plein d'entreprises de technologie. J'ai accompagné plein de clients. J'étais par exemple associé chez Avel Pro. J'ai accompagné Michelin sur la stratégie des clés Michelin. Et en parallèle, j'ai aussi une publication qui s'appelle Tendance Hôtellerie que j'ai lancée il y a 15 ans. On parle aux hôteliers et je vous invite à lire l'édito tous les jours. Alors il y a plein de gens qui me disent l'édito, c'est bien parce que c'est des petites piqûres de bon sens sur des petites choses, des petits sujets. Et voilà, merci. Je vais demander à chacun de se présenter, soit son entreprise, le rôle dans l'entreprise. Céline, je te laisse commencer, mais je surveille le timing. Hein. T'inquiète pas, je ne te laisserai pas déraper. Ah, ça va, c'est rapide. Bonjour à tous, je m'appelle Céline Gobert, je suis DGA en charge des opérations pour le groupe Best Western, qui est une coopérative hôtelière française qui représente 320 hôtels en France. Ah là, c'était court, mais qu'est-ce que tu as fait avant ? Alors, pour le coup, je suis un pur bébé Best Western. J'ai fait une grande partie de ma carrière chez Best Western et je suis avec un background plutôt achat. Et puis achat, connectivité, logiciel hôtelier, revenu management et puis qualité du réseau. Voilà. Bon, désolé, je ne voulais pas te faire peur à te réduire le temps de parole. Quand on parle de moi, ça va plus vite en général. Ouais. John ? Bonjour à tous, John Chenière. Donc moi je suis un des deux cofondateurs de la société Boho qui existe depuis 2017. Nous on œuvre sur l'expérience client, donc avec une seule ambition, c'est de faire en sorte d'avoir une meilleure expérience digitale pour chacun des clients hôteliers, mais pas que. On a un panel d'outils disponibles pour ça. Et je ne suis pas du tout un produit hôtelier, moi. À la base, je suis dans l'automobile, j'ai fait plein de choses avant, mais on a tous un truc en commun, c'est qu'on a été client d'un hôtel. Donc à partir de là, on vit l'expérience client différemment et c'est là où nous, on intervient en tout cas. Merci beaucoup. Magali ? Bonjour à tous, moi je suis un produit hôtelier. J'ai commencé ma carrière il y a 10 ans à peu près dans les hôtels, notamment dans les hôtels Hilton. Ensuite dans des hôtels indépendants, 4 et 5 étoiles, toujours à Paris. J'ai rejoint les équipes Muse il y a 6 ans et je m'occupe aujourd'hui de l'onboarding, ce qui équivaut à la formation et l'installation du logiciel pour nos établissements. Muse aujourd'hui c'est un système de gestion hôtelière qui contient plusieurs produits, un PMS, un POS, un RMS et même une plateforme de paiement intégrée. Et nous œuvrons à optimiser les opérations des hôteliers, les aider à augmenter leurs revenus et surtout travailler sur l'expérience client. Merci beaucoup. Pierre ? Bonjour à tous, alors Pierre Bréchard, je les bats tous parce que moi j'ai 35 ans dans l'hôtellerie, désolé. 37 ans. 37 même, 37 exactement. Dans l'hôtellerie et après avoir dirigé des hôtels, des brasseries, un certain nombre d'établissements dans le monde de l'hébergement et du CHR. Depuis 15 ans, je suis directeur général de Groupe Noémis, qui est un exploitant hôtelier. On exploite aujourd'hui 14 hôtels sur la France. Voilà. Merci. Présentation courte. Lausanne ? Lausanne, il y a diplômé en 92. Mais c'est structurant dans un parcours hôtelier. Lausanne est quand même très structurant. Alors, ça permet déjà d'avoir une carte de visite intéressante parce que ça ouvre des portes. Et puis, ça m'a appris 2-3 choses qui me sont encore utiles aujourd'hui. Merci. Avant de commencer, on a préparé cette table ronde, hein, on a travaillé, on s'est réunis pendant 1 heure, j'ai retravaillé dessus, j'ai essayé de faire un fil conducteur, donc on a avancé. On va essayer de garder les questions-réponses pour la fin, sauf s'il y a vraiment une question urgente pour rebondir instantanément sur un sujet. Hein, donc si jamais il y a ça, vous levez la main, sinon on fera des questions-réponses à la fin. Et quand on a discuté tous ensemble, on est arrivé sur les différents types d'hôtellerie. On a parlé de lifestyle et de traditionnel. Donc Céline, tu nous as dit, nous, on fait de l'hôtellerie plus traditionnelle. Est-ce que tu peux nous expliquer ton ressenti là-dessus, comment ça se passe et puis comment ça se passe sur la rentabilité surtout ? Ouais, historiquement, Best Western, on est une hôtellerie plutôt traditionnelle, avec pour moitié des hôtels bureaux et des hôtels restaurants pour l'autre moitié. Mais c'est cette fameuse hôtellerie traditionnelle française.
Et moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois mon job dans l'hôtellerie, moi, on ne sera jamais même à Shelter chez Best Western, c'est pas notre ADN, mais par contre, on ne peut pas passer à côté de cette grande tendance de fond qui existe maintenant dans l'hôtellerie depuis 20 ans, qui est la lifestyleisation de l'hôtellerie. Et c'est quoi ce mot qui est un peu galvaudé? Le lifestyle, pour moi, c'est deux choses. La première, c'est avoir un prisme un peu plus expérientiel qu'on va proposer aux clients et où là, effectivement, ça se définit à travers le produit, mais aussi à travers des outils comme Boho, comme Use, qui vont apporter une touche de digital dans l'expérience physique. Et surtout, qu'est-ce qui est différent dans le lifestyle? C'est qu'en fait, on arrête de juste vendre des chambres. On vend une expérience et une expérience qui va être globale. Et donc là, aujourd'hui, on va vendre l'ensemble des espaces. Alors chez Best Western, ça a commencé par le coworking, ça peut être le bar, ça peut être tous les espaces, évidemment, des salles de réunion, etc., s'il y en a. Mais voilà, c'est arriver à optimiser, on dirait dans le retail, chaque mètre carré qu'on peut avoir. Et pourquoi? À la fin, parce que un hôtel lifestyle, il a alors ça dépend des études, mais en gros entre 20%, 15-20% de RevPAR supplémentaires. Et donc, effectivement, aujourd'hui, comme ces 3 dernières années, on a tous beaucoup augmenté nos prix moyens. Mais on a nos charges qui ont également beaucoup augmenté, les PGE, les achats, les salaires, etc. Ce qui fait que nos EBITDA, ils n'ont pas augmenté autant que nos chiffres d'affaires. Et donc, pour aller combler cette marge et pour aller chercher de la croissance supplémentaire, ce qui est nécessaire encore plus dans ces moments qui sont un peu troubles, faut aller chercher de la croissance et j'ai la conviction, moi personnellement, que cette croissance, il faut aller la chercher avec le F&B, avec le coworking, avec ce storytelling beaucoup plus poussé qu'il y a dans une hôtellerie traditionnelle. Et puis on en parlait avec Pierre aussi, c'est qu'effectivement, par rapport à quand on a commencé dans l'hôtellerie, les produits hôteliers avant, on investissait pour 20 ans, et aujourd'hui c'est plus le cas, mais je ne vais pas trop parler. Pierre, tu prends le relais, oui. Je peux? Tu peux. Merci Céline. Oui, je crois que en complément de ce qu'a dit Céline, il y a quand même un grand classique, c'est le CAPEX, c'est la rénovation et les investissements. Indéniablement, avant de parler de lifestyle, je crois que la base, c'est quand même d'offrir à nos clients des produits. Il y a une demande de nos clients de produits de plus en plus haut de gamme, de plus en plus premium. Et il faut savoir répondre à ça. Et d'expérience, chaque fois qu'on a pu investir dans de la réno, dans de la réhab d'établissements, quasi instantanément, on en retire les fruits. Au-delà de ça, je pense qu'il y a quelques années, dans une hôtellerie d'avant, il y avait des parties mortes, des services généraux qui ne généraient pas de revenus. Aujourd'hui, il faut savoir effectivement optimiser ces parties, ces autres parties de l'hôtel et autres que l'hébergement, le restaurant. Alors on va parler de services plutôt classiques, du spa, du séminaire, des espaces ludiques, mais aussi de savoir faire vivre nos lobbies et tous ces espaces qui deviennent quasi expérientiels. Et enfin, ça reste quand même un de mes leitmotifs, c'est que, et tous les intervenants de ce salon ne m'en voudront pas, on reste un métier d'hommes et de femmes, et les outils digitaux que un Boho, un Muse ou d'autres vont nous apporter sont bien entendu indispensables, non pas pour remplacer nos équipes, bien au contraire, mais pour permettre à nos équipes d'avoir des tâches plus intéressantes, plus valorisantes et à plus forte valeur ajoutée pour elles déjà, parce qu'on connaît tous des problèmes de recrutement et on a besoin de leur apporter un confort de travail, une facilité de travail, et ces solutions-là permettent cela. Et puis pour qu'elles se concentrent sur des trucs un peu plus amusantes et un peu plus intéressantes que de collecter des datas, des adresses mail ou ce genre de choses, même si ça reste la base de nos fonds de commerce, c'est de connaître nos clients et de savoir les identifier pour mieux les capter et les faire revenir. Finalement, tu es aussi bavard qu'elle. Hein.
finalement aussi. Ouais. Ah mince. C'est le mince. côté hôtelier, ça. Désolé. Non, mais on est là pour ça. Hein. On est là pour parler. Céline, il y a différents moyens d'augmenter son chiffre d'affaires. Il y a des choses qui demandent à changer éventuellement les espaces. Mais sans changer les espaces, quels sont les leviers que vous avez identifiés, vous, chez Best Western, et sur lesquels vous poussez les hôteliers à agir? Alors nous, historiquement, le premier pas qu'on a fait, c'était la création de Mayo, qui est notre espace de coworking qu'on a créé en février 2020. Donc ça, c'était quand même la bonne nouvelle, juste un mois avant le Covid. Malgré tout, on voit que cet usage est quand même de plus en plus demandé par nos clients, pardon, excusez-moi. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que ça permet d'ancrer l'hôtel dans son neighborhood. C'est-à-dire que ça permet d'ouvrir son spectre de clients à autre chose que le voyageur et aussi à une clientèle locale. Donc ça, c'est assez chouette. Et dans certains de nos hôtels, ça nous a permis après gagner des clients corpos. Donc au-delà du chiffre d'affaires sonnant trébuchant de ce qu'un coworking peut vous apporter, ça vous élargit aussi votre base de données. En termes de chiffre d'affaires, on parle de 10-15 000 euros de chiffre d'affaires supplémentaire. Non, pardon, je dis n'importe quoi. On est autour de 5 000 euros sur ce début d'année par hôtel, donc ça fait 3 000 euros par mois. Donc ça ne change pas non plus la vie, mais par contre, il n'y a pas de coût supplémentaire pour mettre en place un espace de coworking, si ce n'est être visible et pouvoir le commercialiser. Je crois que tu peux peut-être en parler maintenant, ceci dit. Oui, effectivement, je pense que au-delà des ventes additionnelles que les hôtels proposent, il faut vraiment que ça soit ancré dans une stratégie commerciale et qu'il y ait une réelle volonté de l'établissement de commercialiser ces espaces et que ça ne reste pas juste au niveau expérimental au sein d'un établissement. Et c'est là que l'outil tech va venir s'intégrer pour aider l'hôtelier à gérer justement ces ventes additionnelles. Déjà de manière opérationnelle, comment est-ce qu'on gère les arrivées, les départs, les nettoyages, de manière à mesurer les performances, avoir un retour sur investissement, voir un taux de remplissage, un prix moyen, etc. Mais aussi de faire en sorte de pouvoir distribuer sur des plateformes comme le BE de l'hôtel, les canaux de distribution, pourquoi pas les OTA, etc. Et c'est là que l'outil va venir s'ancrer dans la stratégie commerciale de l'hôtel pour permettre justement de passer de 3 000 euros à beaucoup, beaucoup plus. Donc ça a été notre premier... le coworking, c'était vraiment notre premier pas vers le F&B&E. Et effectivement, on a élargi l'entertainment, et notamment sur tout ce qui est exploitation des lobbies et surtout des bars. Et ça, c'est quand même, ça rentre dans ce fameux expérientiel de client et ça ne demande pas grand-chose. Il y a plein de solutions, j'en ai vu là sur le salon, pour faire des prémix. Donc proposer des cocktails et surtout des mocktails sans alcool, sans barman, puisque globalement c'est ça l'enjeu. Et ça, c'est pareil, pour que ça marche, il faut à la fois que mettre en place les équipes, ça passe par la formation et ça passe effectivement par une commercialisation, et notamment par les pré-séjours. La boucle de pré-séjour, pour le coup, c'est hyper important. Vous avez les jours de Champions League et je ne sais quoi sur une clientèle corpo, vous avez intérêt de ne pas vous louper sur le push de ce genre d'informations. N'est-ce pas, John? Alors oui. On a une nouvelle modératrice, c'est bien. Non. Alors, bon, déjà une chose, quand on parle de rentabilité hôtelière, on parle de rentabilité hôtelière dans les deux sens. Il y a rentabilité vers le bas, rentabilité vers le haut. Rentabilité vers le bas, vous allez devoir optimiser les process que vous avez en place. Et rentabilité vers le haut, on en a parlé, c'est faire des upsells. Malheureusement, je suis désolé, les hôteliers, vous n'avez plus le choix, il faut le faire. Si vous voulez parler de rentabilité, il faut faire les deux cas en même temps. Nous, les outils hôteliers, donc Beau en l'occurrence, on vous sert à ça. On vous sert en même temps d'avoir une optimisation de vos process. Et je vais vous donner un exemple très simple. Le check-in, c'est un process qui prend du temps.
On l'a mesuré. Aujourd'hui, quand on permet le check-in, l'online checking, sur lequel tout le monde est un peu frileux, mais ça commence à sortir, on voit qu'on arrive à gagner du temps. Le temps, c'est de l'argent. C'est 1h17 par semaine de gagner. C'est pas grand-chose, mais c'est quand même quelque chose. Un autre exemple, vers le haut, l'upselling, la vente additionnelle, vendre avant, que ce soit des espaces, que ce soit des services. Toutes ces choses-là vous permettent aussi d'améliorer l'expérience client, mais c'est aussi la rentabilité. Pourquoi? Parce qu'on va mettre en valeur les produits, on va mettre en valeur les espaces, et grâce à ça, on va pouvoir générer 25% de chiffre d'affaires supplémentaire, pas uniquement sur la nuitée, mais plus que ça. Ne vous rabaissez pas à une nuitée, vous n'êtes plus des hôtels pour la nuitée, vous êtes là pour proposer des expériences. On l'a dit 3-4 fois ici, expérience, c'est le mot d'ordre pour tout nouveau client qui aujourd'hui souhaite aller dans un hôtel. Et même si c'est un hôtel 1 étoile ou sans étoile, il y a quand même à tirer de cette expérience, que ce soit la mise en avant des espaces, que ce soit la mise en avant de services externes, les clients cherchent ça. Donc en fait, les outils, nous, qu'on utilise et qu'on vous propose, que ce soit le CRM, vous en avez pléthore ici, CRM, les newsletters, le check-in, le check-out, la guest app, toutes ces solutions-là, ce sont des solutions qui vont vous permettre de gagner en rentabilité par le bas et par le haut. Attention, par contre, ça ne sert à rien de prendre tous ces outils si vous n'avez pas réfléchi avant au parcours digital que vous souhaitez faire. Donc vous avez un produit, c'est votre hôtel, quelle est l'image de ce produit-là et quel est du coup le parcours que vous allez mettre en place par rapport à ça. Voilà. Merci John. Je reprends la main si tu veux bien. Attends, j'ai rien dit là. Il y a plusieurs... alors, on parle de produits comme le early check-in. Il y a des hôtels qui sont partisans de le faire payer. Il y en a qui ne le font pas payer. Le late check-out, c'est un peu pareil. C'est quoi votre stratégie? Alors, je vais laisser parler un petit peu Pierre quand même. On a un autre bavard, donc je vais le laisser parler un petit peu. C'est quoi ta stratégie, enfin la stratégie que vous avez mis en place justement sur ça? Est-ce que c'est un levier de chiffre d'affaires ou c'est un levier de satisfaction client? Les deux. Je crois que c'est effectivement un levier de chiffre d'affaires parce que ça donne des possibilités plus confortables que ce qu'on pouvait avoir avant et on ne concentre pas juste au moment du check-in l'offre qu'on peut proposer à nos clients en upsell, en cross-sell, mais c'est aussi et surtout un confort. Je prends un simple exemple. Hier soir, je suis arrivé à Paris, j'étais dans mon train, j'ai fait mon pré-check-in, je suis arrivé dans l'hôtel où j'ai dormi hier soir. J'ai fait un check-in en 35 secondes. Ils savaient qui j'étais, j'avais ma chambre, j'ai pu y accéder en quelques minutes. Je n'avais pas payé la taxe de séjour à 8,45 € parce que je me suis dit qu'ils avaient dû se tromper. Mais non, je vous confirme, juste pour la petite histoire, ça devient un truc de malade, mais bon. Et je pense que ça... Alors, ça n'a pas fait d'upsell mais ça aurait pu, mais surtout, ça m'a donné un confort indéniable. Et ça a permis effectivement à la réceptionniste qui m'a accueilli hier soir de concentrer les échanges avec moi sur autre chose que collecter mon nom, mon adresse mail, ma carte de crédit et d'autres choses qui sont un peu barbantes et qui ne rapportent pas d'argent, hormis dans la collecte de data qui va être utilisée a posteriori. Donc oui, les deux, je dirais. Les deux, mon capitaine. Okay. Chez Best Western, comment ça se passe? Ouais, alors clairement, les emails de pré-séjour, etc., c'est vraiment ce qui nous a permis d'accélérer le développement du chiffre d'affaires. On a mis en place de manière un peu plus automatique des newsletters depuis le début de l'année. On a fait 300 000 € de chiffre d'affaires qui sont nets de com. Hein. Ça, c'est pour les petits cœurs d'hôteliers, mais c'est dans un moment justement où on cherche la rentabilité. Toute cette upsell, tout ça, ça permet quand même de faire du chiffre d'affaires non commissionné. On sait que c'est de plus en plus compliqué à en faire. Deuxièmement, on a aussi des réceptionnistes qui sont de moins en moins formés. Depuis le Covid, on a eu quand même un turnover de génération. Et du coup, on recrute des personnes, des savoir-être, mais qui n'ont pas forcément les compétences techniques. Et du coup, de les
avec des solutions techniques qui permettent de faire un check-in. C'est quand même, côté exploitant hôtelier, c'est quand même vraiment beaucoup mieux parce qu'effectivement on gagne du temps, mais surtout le nombre d'upsells qu'on fait avec un customer experience intégré, ça n'a juste rien à voir en termes de chiffre d'affaires. Hein. Donc ça c'est le côté exploitant. Côté client, moi je suis assez d'accord, moi c'est ce qui m'a fait basculer chez Muse, c'est quand en tant que cliente, j'ai essayé de faire mon check-in et qu'effectivement je suis arrivée, j'avais juste du coup quelqu'un pour m'accueillir. Et ça, je trouve que en termes quand on est corpo spécialement où on n'a pas forcément ni le temps, on s'est levé à 6h du matin, on s'est fait une journée de rendez-vous, on arrive à 22h, on est rincé à l'hôtel, on n'a pas forcément envie de donner notre carte bleue, notre machin, notre truc. Et donc voilà, donc, c'est vraiment générateur de chiffre d'affaires avant tout. Enfin, pas avant tout d'ailleurs. Et 2, c'est une vraie expérience client, en tout cas avec les outils qui sont aujourd'hui qui sont sur le marché et dont on a 2 représentants pour moi. Pierre, je crois que tu voulais rajouter quelque chose. Oui, il y a un troisième point. J'espère qu'il n'y a pas d'interlocuteur de chez Booking ou chez nos amis d'Expedia. Mais enfin, chaque fois que je fais un pré-check-in ou qu'on fait un pré-check-in, si on peut après contacter nos clients en direct, je les adore, hein, Booking, Expedia et tous leurs copains. Tous. Parce que c'est quand même nos meilleurs amis, mais c'est aussi nos pires ennemis. Et ces pré-check-in, ça permet quand même de collecter quelques datas et puis après de les contacter en direct. Même si on a toujours besoin d'eux, si on peut se passer des 15, 16, 12, 15, 16% qu'on leur refile, c'est toujours de la marge en plus, quoi. Il y a des hôteliers qui sont même bons pour réussir à faire refaire la raise en direct. Hein. Et ils arrivent à trouver le levier. C'est pas toujours facile, mais il y en a qui le font. Pas trop toucher. Ouais, après, ils peuvent couper. Hein, donc, moi, je ne veux pas rentrer là-dedans, en revanche. Si jamais il y en a un dans la salle, surtout. C'est filmé, hein, donc tu peux pas, oui. Magali, je crois que tu avais plein d'idées à partager sur la partie espace, l'optimisation des espaces. D'ailleurs, chez Muse, vous avez sorti des livres blancs, des choses comme ça, et je pense que tu avais envie d'en parler un petit peu. Exactement, l'optimisation des espaces et l'optimisation des services également. Et je rejoins Céline sur ce qu'elle disait, on recherche la rentabilité au mètre carré. Donc on n'est plus vraiment relié à une chambre ou à une nuitée qu'on vend à l'hôtel. C'est comment est-ce qu'on peut vendre chaque espace. Et en vendant les espaces, on vend des chambres à la nuitée, on vend des chambres à la journée, on vend des espaces de coworking, des salles de réunion, on vend des places de parking. On peut aussi louer des vélos, louer des transats au bord de la piscine. Donc l'hôtelier, je pense, a une créativité infinie, surtout dans ces moments-là. Et l'important, c'est de pouvoir avoir l'outil tech qui va nous permettre de gérer tous ces espaces. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est important de pouvoir se relayer sur la technologie pour enlever le fardeau que ça représente aux équipes opérationnelles et laisser l'ordinateur le faire à leur place, finalement. Tout ce qui est gestion des arrivées, des départs, gestion des performances, gestion de l'analytique qui vient derrière, et également gestion de la distribution pour permettre aujourd'hui à un client d'avoir une expérience, de réserver sa chambre, sa salle de réunion, son espace coworking et sa place de parking pendant qu'il visite Paris. Donc c'est vraiment essayer de tout packager et de fournir une expérience qui est réservable directement sur le moteur de réservation. C'est vrai que c'est casse-pied pour un hôtel. Gérer les plannings, des petits trucs, on ne savait pas faire. Moi, avant, on ne savait pas faire. C'était un bout de papier, c'était un cahier, c'était un truc. Voilà. Gérer le tennis, tiens, c'était un truc de tennis. Les fichiers Excel, c'est bien, mais c'est encore mieux quand c'est dans le logiciel. Sauf que ça devient primordial. Par exemple, je pense au coworking, encore une fois. Je n'ai pas forcément d'action sur le coworking, mais ce qu'on voit en termes d'usage, au-delà du chiffre d'affaires et de la génération du chiffre d'affaires autour du F&B qu'on fait sur le coworking, on a aujourd'hui un développement de ce fameux bleisure. Donc, je pars 3 jours en déplacement et puis je complète avec 2 jours en famille. Et très souvent aujourd'hui, on a, nous, des demandes, et en tout cas, ce n'était pas notre brief de base, sur des hôtels loisirs, où en fait les clients veulent avoir un espace de coworking parce qu'ils savent que pendant leur séjour plutôt loisir, ils vont avoir besoin de bosser 2 heures, 3 heures, 4 heures. Et clairement,
essayer de travailler dans une chambre d'hôtel avec les gosses qui passent derrière. Je pense qu'on a tous essayé de le faire, on a tous vu à quel point c'était cauchemardesque. Et donc, avoir une réponse de coworking au sein des hôtels et même loisirs, j'ai même presque envie de dire surtout loisirs, ça devient hyper important parce qu'effectivement, vous augmentez votre chiffre d'affaires additionnel, on va dire, mais vous gagnez des parts de marché, vous vendez des chambres, ce qui est quand même à la base notre métier, quoi. Merci bien. Alors, John a commencé à parler de réduire les coûts, qu'il fallait agir sur la ligne du haut et la ligne du bas. Magali, je pense que tu avais deux, trois petites idées. Je pense que John a bien touché sur le sujet. Aujourd'hui, l'outil tech doit absolument remplacer des tâches manuelles répétitives. Et on en parlait tous tout à l'heure, prendre une carte de crédit, prendre un email, ce sont des activités qui ne donnent pas vraiment de valeur ou qui ne donnent pas de sens à un métier de réceptionniste. Et tout notre intérêt, c'est de regarder, de décortiquer toutes les tâches qui sont effectuées aujourd'hui par tout le personnel d'un hôtel et essayer de voir ce qui est inutile, ce qui est répétitif, ce qui est redondant et de l'automatiser. Il y a quelques années, il y avait une personne dédiée dans des back-office pour débiter des cartes de crédit sur un TPE manuel. J'imagine que ça se fait encore aujourd'hui dans certains établissements, alors que la technologie existe. Aujourd'hui, un client qui réserve sur votre site, c'est un seul clic pour prendre un paiement, pour envoyer une facture, pour envoyer une confirmation et pour avoir le tout qui descend dans le PMS et dans la boîte mail du client. Ça prend un clic, c'est 1 seconde, alors que d'autres sont en train de passer 10 minutes, 15 minutes pour effectuer une seule réservation. Donc c'est des tâches comme ça qu'on va automatiser et qui vont permettre d'avoir une efficacité à un personnel de réception. Il y a une étude qui a été faite en 2024 par IDC sur des clients Muse, où on a estimé qu'en automatisant des tâches manuelles de réception, on arrive à gagner 24% d'efficacité sur un service de réception. 24%, c'est énorme. Et ensuite, ce temps, libre à l'hôtelier de faire ce qu'il en veut. Mais on s'est rendu compte que dans 35% des cas, ces tâches sont redirigées vers des activités d'upselling, des activités de fidélisation des clients ou juste de travailler sur l'expérience. Donc il y a énormément de choses à faire. Si on regarde métier par métier, si on part dans la restauration aussi, là aussi, tous les flux, tous les déplacements entre la table et le POS, et la table et le POS, et la cuisine, etc. Aujourd'hui, vous avez des logiciels qui existent, qui se glissent dans une poche pour prendre une commande, pour sortir une facture, pour effectuer un paiement. Et c'est toutes ces actions répétitives qui vont nous faire gagner 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, mais à une grande échelle, ça vous permet de sauver quelques heures, voire quelques jours de travail. Alors moi qui ai fait de l'opérationnel, j'ai vécu plein de choses où il y a un moment où on se retrouve avec un réceptionniste qui dit au restaurant je t'ai dit, puis l'autre il dit tu m'as pas dit, je t'ai dit, tu m'as pas dit. Ça c'est quand même le truc. Ouais. La On guerre a des tous eu. boutons entre la salle et, Voilà. et Ou la la cuisine. Et après on rajoute les femmes de chambre par-dessus Ouais. et là c'est le... Réception, femme de Voilà. chambre, ça reste un grand classique. Voilà, donc Les outils, justement, existent pour faciliter la communication entre les départements. Vous avez les départements qui s'appellent toujours, comme la réception, le housekeeping. Je pense qu'aujourd'hui, le téléphone d'une gouvernante, c'est celui qui sonne le plus dans un hôtel. Et en général, c'est pour avoir un statut de chambre. Mais aujourd'hui, l'information existe dans les outils, elle existe en temps réel. Et on peut toujours avoir la bonne information au bon moment pour finalement aller plus rapidement, pour exécuter des tâches de manière plus facile et pour apprendre à communiquer entre les services de manière instantanée. merci. Ouais. Surtout, juste, je voulais dire, en exploitation, ça devient de plus en plus important de rendre automatique toutes ces tâches parce que nous, quand on regarde nos charges en tant qu'exploitant, notre masse salariale, elle n'a cessé d'augmenter ces dernières années. Mais le nombre de personnes qu'il y a dans les hôtels n'a cessé de baisser. Je veux dire, dans un 55 chambres qui est un hôtel Best Western en moyenne, quand j'ai commencé il y a 25 ans, 20 ans, 10 ans, 3 ans. il y avait un directeur, un responsable hébergement, une chef de réception et puis 2-3 réceptionnistes. Ça, c'est fini, quoi. Maintenant, à 50 chambres, il y a 2 réceptionnistes. Alors, en même temps, je parle évidemment pas pour assurer les 3 vides, mais un chef de réception et le directeur. Donc, en fait, il y a moins de staff parce qu'on paye mieux nos collaborateurs et ça, c'est une bonne nouvelle. Parce qu'aussi, on a du mal à trouver, donc il y a des postes qui ne sont pas pourvus. Donc on a vraiment besoin d'optimiser l'ensemble de ces tâches pour retrouver de la fluidité, là où les opérations, c'est franchement tendu, quoi. Oui, en effet.
Alors, on peut parler entre nous de tout ce qui se passe, mais il faut penser aux clients. Donc, chez Beau, je sais que vous avez fait un gros travail pour recenser un petit peu les tendances et choses comme ça. Tu peux nous faire un petit résumé, John? Ouais, avec plaisir. Ce qu'on remarque, c'est que les clients changent. Ils sont de plus en plus jeunes, ils ont des besoins différents et c'est aussi pour ça que vous êtes obligé de vous moderniser dans les espaces, dans le produit que vous vendez, etc. etc. Si je devais condenser tout ça, nous on a remarqué qu'il y avait 7 profils qui ressortaient un petit peu du lot. Je ne vais pas parler des 7 profils, mais je vais en donner quelques-uns. Donc, on en a parlé tout à l'heure, le Blazer, et j'en parlerai en dernier parce que c'est un cas un peu particulier. Mais on a notamment le Neolux, donc ça c'est un profil un peu client, un profil client qui aime le luxe. Attention, hein, je ne parle pas de luxe type 5 étoiles, palace et autres. C'est simplement d'avoir un concept hôtelier un peu différent. Donc vous avez des boutiques hôtels, il y en a de plus en plus, des concepts extraordinaires. Et en l'occurrence, ce genre de client, il aime ce type de produit fondu. On va avoir l'immersif, où lui va chercher vraiment d'être vraiment immergé dans les expériences proposées par l'hôtel ou voire à l'extérieur de l'hôtel. Il veut vivre la localité avec les yeux de l'hôtel. Donc il faut aussi travailler avec ce genre de clients-là. On va avoir le Blazer. Donc le Blazer, c'est le client qui, lui, fait du business, mais pas du business, je rentre à l'hôtel, je dors, je sors, je vais au travail, je rentre à l'hôtel, je dors. Je veux faire du business et là où je suis, je veux avoir l'opportunité de trouver un truc sympa, un cadre sympa dans lequel je veux travailler. Donc c'est là où on parle de coworking ou simplement d'un petit espace supplémentaire. D'ailleurs, on le voit, hein, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'hôteliers dans la salle, mais en tout cas, on le voit dans vos hôtels, vous avez bien compris que de toute façon, vous commencez à créer des espaces plus ou moins sympas, mais des espaces pour ce type de client. Et ça, je trouve ça extrêmement bien. Il y a le digital nomade, lui, il est sur son téléphone tout le temps, donc on a besoin d'avoir une rapidité de communication avec lui, etc., etc. Dans tous ces cas que je viens de citer, dedans, dans le profil, il y a forcément de la technologie derrière. D'accord? Donc, vous êtes obligé, parce que ça va trop vite, vous êtes obligé de vous y mettre au fur et à mesure. Dans la communication, dans la façon dont vous allez vendre votre produit, on parlait des newsletters et autres, etc. etc. Ce qu'on remarque, c'est qu'aujourd'hui, les clients, il y a un client sur deux qui commence à se lasser d'un checking standard où on arrive avec son passeport à la réception pour pouvoir faire les échanges et les premiers contacts avec les hôtels. Et ce qu'on voit surtout, c'est qu'il y en a 65% qui recherchent réellement d'avoir une expérience plus immersive que ce qu'on a pu proposer dans les années précédentes. Donc, les guests changent, vous changez aussi, et c'est en ça où il faut être assez rapide et proposer des outils qui correspondent aux produits et aux guests que vous allez targeter, enfin l'objectif de l'avoir en tout cas, et répondre vraiment à ces besoins-là immédiats, parce que si vous ratez le train une fois, il y en a un autre qui ne va pas rater le train. Merci. C'est vrai que dans l'aérien, on a pris l'habitude, tout est digital, on fait son check-in, on choisit son siège, on fait tout seul. Le train, c'est pareil, il n'y a plus que l'hôtel ou c'est un peu compliqué encore? Ouais, mais même au-delà de la technologie, voilà, checking, etc., à la base de ça, même le produit que vous vendez plus des nuitées, vous vendez des expériences. Profitez-en, proposez quelque chose, ne serait-ce que quelque chose d'un peu innovant. Il n'y a pas besoin d'aller sur de la folie là-dessus, mais des choses innovantes. On a parlé des espaces, on a parlé de la localité, je ne sais pas, c'est un accueil un peu différent. Moi, je me souviens d'une fois, je suis parti en Asie, j'ai vécu pendant longtemps en Asie. Je suis allé dans un hôtel en Asie et en fait le checking c'était en 2015, ça ne me rajeunit pas, mais bref. En 2015, et le checking se faisait ni à la réception ni dans un espace, mais dans la chambre. Donc il y avait quelqu'un qui m'accompagnait dans la chambre avec une tablette. On faisait le checking super sympa. En même temps, il me parlait de la localité, il me parlait de pas mal de choses. Et ça m'a marqué. Donc en fait, ce type d'expérience, c'est des choses simples. Alors vous allez voir qu'il faut avoir une certaine créativité. Et c'est pour ça que je pense que les métiers de l'hôtellerie changent aussi, parce qu'il va falloir être créatif pour proposer ce genre d'expérience. Mais ça marque les esprits et ça me donnera envie d'aller derrière une deuxième fois dans cet établissement. Merci John. On a beaucoup parlé d'acquisition de clients, on en a parlé un petit peu avec Booking, hein, on se chatouillait un peu là-dessus. Mais comment on peut les canaliser un peu mieux? Je pense que tu avais plein de choses à dire là-dessus, Pierre. Expérience, il a dit le mot. Le client d'aujourd'hui, il veut vivre une expérience. Alors je vous avoue que le vieil hôtelier que je suis, quand mes équipes sont venues m'expliquer qu'il fallait que le client vive une expérience,
j'ai pas compris ce que c'était. J'ai mis un peu de temps à intégrer ce vocable et tout ce qu'il y a derrière. Pour moi, et même si aujourd'hui on vend une expérience, on vend une chambre, un lit, il faut que le matelas et le sommier soient de qualité et du service client, de la valeur humaine. C'est quoi cette expérience? Je pense qu'on peut la définir et finalement j'ai un peu cherché parce que je me suis dit si tout le monde parle de cette expérience, c'est que ça doit exister quelque part et je pense on va la retrouver sous deux axes. Le premier, c'est effectivement, on parlait de ces espaces, ces services généraux. Je pense qu'il faut savoir adapter nos services généraux, nos espaces communs, le lobby, le restaurant. Auparavant, le client, il rentrait, il achetait une chambre, il allait au restaurant. Il faut que alors pour les différents types de clients, le leisure et les autres, savoir adapter les espaces au bon moment pour le bon client, pour la bonne fonction, la bonne action. Sur un établissement qu'on va ouvrir à Briançon, donc qui va avoir un mix clientèle un peu assez large avec du loisir, du business, de la famille. Nos salles de séminaire, par exemple, elles vont servir de salles de séminaire sur les périodes hors saison de ski ou dans la semaine pour le maïs. Et puis, on va prévoir de les adapter sur les périodes de vacances scolaires pour des espaces ludiques pour les enfants. Donc, il y a tout cet axe d'adaptabilité, de flexibilité et d'optimiser l'utilisation et de répondre en fait aux attentes du client. Et puis, la deuxième chose, je crois, qui aujourd'hui se cache derrière ce mot d'expérience qui est un peu flou, c'est je crois avoir compris qu'il faut raconter une histoire à notre client. Le client, il achète une chambre, il achète un endroit pour dormir, mais il a besoin que derrière, on lui raconte cette histoire et qu'on mette autre chose et qu'on sache l'agrémenter de quelque chose de vivant et d'humain. Et on revient finalement à ça, on revient à la valeur ajoutée de nos équipes, parce qu'il ne faut pas oublier que avec les meilleures idées du monde que je peux avoir, que les directeurs généraux, que les managers peuvent avoir dans leurs bureaux, aujourd'hui, qui voit le plus nos clients? Ce sont les serveurs, les réceptionnistes, les femmes de chambre, les techniques. Et finalement, les outils qu'on va leur donner, c'est là où va permettre à ces collaborateurs, à ces collaboratrices de participer à cette expérience client et de leur raconter une histoire et d'essayer de leur faire raconter l'histoire qu'ils ont envie d'entendre. Je crois que la réussite, elle est un peu là. Parce qu'il faut qu'on arrive à garder ces clients, qu'on les canalise, et puis alors au-delà de l'upselling, qu'on fasse du cross-selling, et tout ça, ça va se faire grâce finalement à cette histoire qu'on va savoir leur raconter, qu'on va se donner les moyens de leur raconter, je crois. Merci, oui. Céline, quand on a préparé, tu avais une position assez particulière, on va dire, sur l'avenir du personnel, par exemple dans les étages. Oui, c'est pas vraiment une opinion, hein. C'est juste que quand on regarde les courbes démographiques à 10-15 ans, voilà, il y a quand même un certain nombre, même si on repousse l'âge de la retraite, on est une population vieillissante. On a factuellement des gouvernements qui ont plutôt tendance à fermer les frontières. Et donc, quand on prend ces deux données-là, et démographiques et de migration, on se dit que dans 15-20 ans, je ne sais pas si on aura du staff pour faire des tâches à moins haute valeur ajoutée. Aujourd'hui, comme nettoyer ou des choses comme ça. Et aujourd'hui, la raison pour laquelle on n'a pas de robot au niveau du housekeeping, c'est que ça coûte moins cher d'avoir un homme qu'un robot. Demain, si on n'a pas d'homme ou si ça coûte moins cher d'avoir un robot, je pense qu'il y aura un dispatch des tâches qui sera différent. Alors, je suis assez d'accord quand même avec Pierre quand il dit qu'aujourd'hui, une des... les femmes, les employés d'étage, c'est aussi participer également à l'expérience des clients. Pour autant, je pense que dans 15-20 ans, on n'aura pas du housekeeping pour nettoyer, etc. Il y aura certainement une partie qui sera faite par des robots, quitte à ce qu'il y ait de l'humain par derrière, qui fasse le check de la chambre, qui va faire peut-être le service couverture, ou en tout cas, il y aura un mix automatisation
et humain. Donc ce fameux figital qui existe aujourd'hui dans la réception, qui n'existe pas encore dans les étages, mais où je pense que ouais, à 10-15 ans, certainement que ça viendra en place. C'est juste une histoire de ROI. Hein. Tu parlais du service couverture. Les clients le veulent ou pas? Encore une fois, je pense que le service couverture qui est j'ouvre le lit, je mets le petit truc et le petit chocolat, je pense que pas forcément. Et puis pas forcément à chaque heure. Enfin, pas tout le monde à la même heure et des choses comme ça. Mais malgré tout, je pense. Alors peut-être que je vous dirai différemment dans 10 ans, mais je pense qu'aujourd'hui, même si vous mettez un robot qui va faire une chambre, je pense que c'est nécessaire d'avoir une petite touche humaine qui repasse dans la chambre, qui vérifie que tout est nickel et va apporter une attention. Cette chambre a été faite par Céline. J'espère que vous passerez un bon séjour et s'il y a le moindre problème, je suis disponible et je mets un petit bonbon ou je ne sais pas quoi. Je pense qu'il faudra garder malgré tout un peu d'humain. Malgré tout, je pense malheureusement qu'il n'y aura pas de l'humain pour chacune de ces tâches. Merci. On arrive vers la fin, donc on va essayer de vous poser si vous avez des questions à poser à nos intervenants, c'est le moment. Est-ce que quelqu'un a une question? Bon, vous avez été super limpide, c'est génial. Ah si, quand même. Ah, moi, je comprends pas. Oui, des questions, s'il vous plaît, quand même. On n'a pas dû être assez clair, en fait. Bonjour. Vous avez parlé de beaucoup de coworking. J'aimerais bien savoir, dans vos hôtels respectifs, qu'est-ce qui fonctionne le mieux en termes de vente additionnelle, la demande croissante actuellement dans ce domaine-là. Excepté le coworking, hein, parce qu'on en a beaucoup parlé. Au-delà du coworking ou dans le coworking? Je n'ai pas compris. Dans le cowork. Au-delà du coworking, nous, ce qu'on fait beaucoup, c'est tout ce qui est bar, parce que ça peut être jusqu'à 5-6% du chiffre d'affaires hébergement supplémentaire, donc ça peut ne pas être neutre. Surtout si c'est bien fait, surtout si on colle encore une fois aux nouvelles tendances qui sont le no alcool ou le low alcool. Il y a quand même aujourd'hui une large part de la population qui, au-delà du dry January, pour des questions de santé, de religion, peu importe, ne boivent pas d'alcool et qui ne sont pas forcément désintoxiqués du coca et de l'orangina. Donc voilà, franchement, le bar, c'est un vrai axe de chiffre d'affaires qui, en plus, peut être rentable. Sans équivoque, la restauration. Nous, on a les chiffres. On a plein de chiffres puisqu'on fait beaucoup d'upselling, de vente additionnelle en avant, pendant et après séjour. Et on remarque, on le sait très bien, la restauration, c'est le pôle numéro 1. Voilà, l'achat, clairement. Ensuite, il y a tout ce qui est booking. Ça dépend des typologies d'hôtels que vous avez aussi. Pour les hôtels qui ont des spas, qui ont des activités, qui proposent des événements un peu particuliers, ça c'est le deuxième pôle. Parce qu'effectivement, quand les clients, les guests viennent chez vous, ils viennent aussi pour découvrir le spa, réserver rapidement. Sachant qu'on sait très bien qu'on n'a pas non plus 40 000, 40 espaces de spa, on en a peut-être 2-3, donc il faut aller vite sur la réservation, et en avant-séjour, ça marche très très bien. Et puis après, pour les hôtels qui sont plus accessibles, ça va être la place de parking, ça va être, il y en a qui font ça, l'early checking, le late check-out, toutes ces choses-là viennent après tout ça. L'accueil romantique, un grand classement. Tout à fait. Et effectivement, ce qu'il faut, c'est de proposer. Vous verrez bien. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on propose, on étudie, on voit les retombées. Si les retombées sont bonnes, on continue. Si les retombées ne sont pas bonnes, on change de produit, on essaie de trouver un nouveau produit. Mais c'est vraiment typique pour chacun des établissements avec qui on travaille. Et ça, moi, je le vois aussi à 320 hôtels. Il y en a, franchement, il n'y a pas un upsell qui fonctionne de la même façon. Il y a certains où, effectivement, ça va être sur les loisirs, les early check-in et les late check-out, ça fonctionne très bien. Évidemment, dans les hôtels d'aéroport, mais pas que.
À côté des grandes zones de bureaux, ça marche bien aussi. Nous concernant, effectivement, je rejoins et Céline et John, le pôle restauration bénéficie à la plus grosse part de l'upsell. Le coworking ne va pas forcément générer des revenus, c'est plutôt un confort ou un service qu'on va offrir à nos clients ou qu'on va donner une possibilité à nos clients. Et puis sur nos hôtels Garrigae qui sont un peu plus haut de gamme et avec du bien-être, le spa devient un moment clé, que ce soit pour un accès spa tout simple ou des soins, des choses un peu plus étoffées. Ça commence à devenir, je crois que ces espaces-là qui étaient auparavant des mots nécessaires pour l'hôtelier deviennent de vrais centres de revenus et au-delà de centres de revenus, des centres de profit maintenant. Et je pense qu'il faut les considérer comme tels, quoi. Guylain, si je peux juste ajouter un peu les innovations qu'on est en train de voir chez certains de nos clients, c'est vraiment aller au-delà d'un simple upsell restauration et de commencer à creuser sur qu'est-ce qu'on peut proposer de plus dans la restauration. Par exemple, les heures d'affluence du petit déjeuner. Un petit déjeuner a un tarif standard, mais si vous venez à une heure creuse, vous pourrez avoir une réduction. Et inversement, si vous venez à une heure pleine, au lieu de faire la queue, l'hôtelier va essayer de proposer un upsell pour avoir une place garantie ou un temps calme. Donc c'est vraiment essayer de yielder un tout petit peu sur des tarifs de petit déjeuner ou des tarifs de brunch pour essayer d'améliorer l'expérience client, mais aussi d'augmenter les revenus. Donc l'hôtelier peut être très très créatif dans ces temps-là. Merci. Une autre question? Alors, moi j'ai retenu un truc qu'a dit John qu'on n'avait pas abordé. C'est que dans le monde de la technologie, on fait du test and learn, alors que dans l'hôtellerie, on ne le fait pas. Donc dans la technologie, il n'y a pas une boîte de technologie qui n'a pas évolué, qui a même radicalement changé. Je pense que vous avez bien changé de stratégie par rapport au premier jour, parce que vous avez essayé, vous avez appris, essayé, appris. L'hôtellerie, on ne fait pas. Je sais pas, il n'y a pas beaucoup d'hôteliers qui sont dans cette dynamique. Il ne faut pas hésiter, il faut se lancer. Ouais, tu m'as coupé le mot de la fin, effectivement. Ah mince. Ah oui. Soyez créatifs, créer, tester, innover, recommencer. Simplement ça. Il faut se lancer, vous verrez bien. Ça va, on ne va pas vous changer la face du monde si vous vous trompez. Tout le monde se trompe. Nous, les premiers, on a changé beaucoup de fois. On a itéré. On a déjà commencé avec des tablettes à l'époque. C'était l'horreur, je vous le jure. L'horreur. Là, on est sur une solution beaucoup plus disponible pour nos clients et par nos hôteliers. Et c'est comme ça qu'on avance. De toute façon, il faut tester, il faut essayer. Okay. On a encore un tout petit peu de temps. On s'était gardé la question là. L'intelligence artificielle, c'est un gros mot que tout le monde utilise. J'aimerais bien avoir votre position, mais on y va court, parce qu'on a 30 secondes chacun. Là. Pierre, tu commences ? Oui. Alors l'intelligence artificielle, vous imaginez que ma vision des choses, elle est absconce et la seule chose que j'ai compris, c'est qu'il n'y en a pas qu'une d'intelligence artificielle et que demain, si les hôteliers veulent s'y mettre, et ils devront s'y mettre de toute façon, il faudra qu'ils adoptent pour finalement une intelligence artificielle pour le service commercial, le service communication, marketing, mais il y en aura une autre pour l'hébergement, puis une autre pour le contrôle de gestion, le management, etc. C'est le seul truc que j'ai à peu près compris. Pour le reste, ça reste encore un peu flou pour moi, mais j'y travaille et j'essaye d'avancer là-dessus. Alors Magali, toi, tu as des tonnes de choses à dire, mais il faut y aller. Il faut y aller en 30 secondes. Je comprends et je ne pense pas que l'intelligence artificielle, on va donner toute la responsabilité à l'hôtelier d'essayer de la comprendre. C'est pour ça qu'il y a des outils tech, c'est pour ça qu'il y a des équipes de recherche et développement dans chacune de nos boîtes qui travaillent pour vous présenter des solutions. La solution est infinie, elle va toucher chaque aspect de ce qu'on fait aujourd'hui, ce que l'hôtelier fait, et elle va venir s'intégrer dans la technologie. L'intelligence artificielle aujourd'hui n'est pas un outil tech, c'est un outil de productivité. Et elle doit vous donner un réel retour sur investissement. Et c'est ça, on travaille dessus. Merci Magali. John ? Oui, nous aussi, on regarde, on l'utilise aussi. Si je devais classer ça en 3 intelligences, parce que c'est important de le dire, désolé, vous avez l'intelligence conversationnelle. Donc, je pose une question, il répond à votre guest. Vous avez l'intelligence comportementale. Et vous avez l'intelligence contextuelle. Contextuelle, je crée des choses avec, je lui demande de créer un texte et de le mettre. Nous, on s'est placé plutôt sur l'intelligence comportementale
pas pour répondre à votre guest, parce qu'en fait, ça, c'est votre boulot. On a besoin d'humains et vous le faites très bien et c'est ce qu'on vous donne comme rôle, en tout cas, en tant qu'hôtelier. Par contre, comportemental, c'est de comprendre vos clients, de se dire, OK, ce client-là, par rapport à l'utilisation de l'application, de la solution, des solutions, hein, que ce soit du PMS, du CRM, etc., c'est de comprendre automatiquement à qui on a affaire. Est-ce qu'il est bleisure? Est-ce qu'il est néo-luxe? Est-ce qu'il est digital nomade? Et grâce à ça, lui apporter donc la réponse à tout son parcours digital, voire même tout son parcours hôtelier, de faire en sorte que finalement, on réponde à bien ses besoins et ses attentes. Donc on l'utilise. Attention, ne vous perdez pas sur l'intelligence, c'est un mot hyper vaste. Soyez sûr de ce que vous souhaitez faire avec l'intelligence. Mais nous, chez Beau, en tout cas, on considère que l'intelligence doit vous aider, hôtelier, vous, à comprendre plutôt qu'à répondre à une demande spécifique du client. Merci John. Céline? Ouais, nous, chez Best Western, c'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup depuis pas mal de temps. Effectivement, je suis assez d'accord avec Magali. En fait, l'intelligence artificielle, pour moi, c'est pas un outil. C'est un peu comme le sel en cuisine. On en met un petit peu partout et chacun de nos outils, on travaille avec des partenaires pour déployer de l'intelligence artificielle. On l'a fait, nous, sur notre site internet, par exemple, pour être plus inclusif, pour pouvoir répondre de manière à l'oral, par exemple, sur des chatbots. On s'en sert, on l'a déployé, on s'est fait accompagner par une société pour le déployer dans l'ensemble du siège avec, je crois, 75% de nos collaborateurs qui l'utilisent quotidiennement. Moi, en tant qu'exploitante, je le vois plutôt aussi sur l'accueil des clients de demain. On n'en a pas parlé. Il y a une étude Google qui est passée, qui dit que dans les top 5 des clients de demain, il va y avoir les Indiens et les Chinois. Les Chinois, ça ne sera pas des bus de Chinois qui vont être chez des campaniles. Aujourd'hui, ils consomment différemment. C'est des générations YZ qui consomment plus d'hôtellerie, etc. Et donc, on ne va pas avoir encore une fois des réceptionnistes qui vont parler chinois, indien, et pas l'anglais indien, mais les 52 langages indiens qui existent. Et donc, pour être toujours plus dans l'accueil et l'accompagnement, il va y avoir certainement des outils conversationnels pour pouvoir au mieux accueillir aussi toute cette clientèle internationale de manière beaucoup plus... Par exemple, c'est un des applicatifs, mais il ne faut pas répéter ce qu'ont dit mes collègues avec qui j'étais d'accord. Merci beaucoup. Dernier effort, je vous demande de résumer ce que vous avez retiré en 10 mots. Mais 10 mots, je les compte, hein. Attention. Moi, je dirais que le RevPAR, qui est l'outil Là, c'est explosé, les 10 mots. Hein. RevPAR, hôtel traditionnel, maintenant, ça sera un pilotage par le TrevPAR. Merci. John? Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je le redis. Créer, tester, recommencer. Et surtout, pensez bien au parcours digital que vous donnez à chacun de vos clients. Parfait, merci. Magali? 10 mots. Vous n'êtes pas seul. Nous sommes là pour vous accompagner. N'hésitez pas à poser des questions parce que nous sommes partenaires dans cette évolution et nous sommes partenaires pour le futur. Merci. Pierre? Moi, je suis arrivé en 9, désolé. 9 lettres au chiffre aux lettres. Ah. Notre métier est un métier d'hommes et de femmes. Bravo. Belle conclusion. Merci à vous 4. Merci à vous d'être restés jusqu'à la fin. Et bonne fin de salon. Merci.